avec cette fuite en avant qui est décrite par les de Metz jusqu'à Max Gallo aujourd'hui. Oui, c'est le même mouvement, vous savez, qui est le ressort de la monarchie de Juillet, c'est celui de 1789 et de 1791, Tout finalement. à fait, oui. C'est la même recherche. Et alors, le ressort, il est d'un régime moderne, progressiste, efficace, libéral, qui tire toutes les ressources du début du capitalisme pour que la France connaisse un développement économique et industriel dont l'exemple est montré par l'Angleterre. Il s'agit pour la France de rattraper un retard par rapport à l'Angleterre. Et il s'agit en même temps de trouver une forme de régime qui concilie le développement de la presse, de l'information, de la lecture, de l'instruction primaire tout simplement. La monarchie de Juillet a étendu très largement l'instruction primaire et l'instruction en général, et l'enseignement secondaire aussi. La conséquence de cette politique, c'est que les idées de liberté étaient beaucoup plus répandues. Elles avaient un point d'appui dans l'opinion, parmi la population. Donc il fallait traduire cet élargissement du corps politique dans les institutions. Ce que, encore une fois, l'Angleterre a fait très bien, en élargissant progressivement, par petites touches, le droit de suffrage. En France, cette question a fait l'objet d'un blocage à partir d'un certain moment. La monarchie de Juillet commence par doubler le nombre des électeurs. Bon, c'était le bon chemin, encore très restreint, mais enfin doubler d'un seul coup. Et on aboutit à entre 200 et 300 000 électeurs, c'est pas beaucoup, mais c'est les principaux contributeurs. Et ce mouvement, l'Angleterre l'a progressivement augmenté régulièrement pendant tout le cours du XIXe siècle. Et en France, malheureusement, la traduction politique et électorale de ce grand mouvement de transformation sociale des classes moyennes, l'arrivée au pouvoir des classes moyennes, ce mouvement a bloqué sur une question de philosophie politique, de non-élargissement du suffrage. C'est là-dessus, à la fin, que l'expérience va se rompre. Alors, donc, le ressort tient au départ, parce qu'il y a une vraie volonté politique et il y a des mesures que l'on peut bien identifier qui font que ce régime est apprécié. Il y a un ressort qui continue à jouer parce que, par exemple, cet élargissement du suffrage au départ, cette arrivée de nouveaux hommes politiques, il y a un renouvellement des élites. Un renouvellement des hommes politiques et qui sont des gens remarquables. Les assemblées de la monarchie ont été composées d'orateurs excellents, de gens remarquables, les mêmes, enfin, les héritiers de ceux qui avaient fait les premières assemblées de la Révolution, n'est-ce pas? Les gens des assemblées de 1791, c'était aussi des gens remarquables, des avocats, des lettrés, des professeurs. Donc ils arrivent au pouvoir et ils établissent vraiment, là, le régime parlementaire. On a eu une période de régime parlementaire. Là encore, à l'imitation de l'Angleterre, mais même mieux que l'Angleterre, parce que le régime parlementaire anglais, à cette époque-là, n'a pas vraiment bien fonctionné. Le régime électoral anglais était encore plus compliqué et artificiel que le régime français. Tandis que là, il y a eu un vrai régime parlementaire, et Louis-Philippe, avec intelligence, a commencé par jouer très correctement le jeu du régime parlementaire, par impulsion très, très délicate, mais respectant le jeu du régime parlementaire, c'est-à-dire la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Donc le ressort, il est là. Et puis, il se détend. Il se détend. Alors, ne soyons pas effectivement dans la géographie, il y a des forces intérieures et extérieures qui sont des forces d'opposition à ce régime, et nous l'évoquions d'ailleurs en début d'émission, il y a ce patriotisme cocardier qui se développe, et on se retrouve en quelque sorte dans une opposition entre d'une part des patriotes romantiques et d'autre part des pacifistes que vous appelez les pacifistes pragmatiques. L'exemple type, c'est la question polonaise. Oui, la monarchie de Juillet a été constamment contestée. De tous les côtés. Alors c'est très difficile, n'est-ce pas, d'établir un régime qui est contesté sur sa droite parce qu'il y a l'usurpation, et qu'il y a un courant légitimiste qui n'a pas des armées, qui reste à l'œuvre, et puis il y a la légende napoléonienne
qui est très présente. Les acteurs de la légende napoléonienne sont là encore. Ils peuvent continuer à grogner et à ressasser les grands souvenirs. Et il y a une opinion plus jeune, mais qui reste patriote et cocardière. C'est un caractère de la population française très vif à l'époque, qui a continué. D'ailleurs, on le voit encore en 1900. C'est lui qui a permis le combat de la guerre de 14, n'est-ce pas? C'est la mobilisation autour de valeurs patriotiques. Ça existe de manière très forte. Et alors, la France venant de faire une révolution libérale dont elle est fière, parlementaire dont elle est fière, se croit la mission de soutenir tous les mouvements de libération en Europe, et en particulier en Pologne, mais pas seulement, en Belgique, n'est-ce pas? Et l'un des plus belles réussites de la monarchie de Juillet, c'est l'établissement de la monarchie belge, qui est une fille ou une descendante de la monarchie de Juillet, qui est encore au pouvoir de nos jours, je me permets de le dire, n'est-ce pas? Donc, le ressort, il est là. Alors, de soutenir les Polonais, bien, c'était aussi l'opinion s'enflamme pour le soutien de... Rappelons qu'à l'époque, la Pologne était divisée en trois parties. Oui. Et donc, peut-on les appeler les va-t-en-guerre, souhaitaient la création, au fond, d'une Pologne à l'est de la Prusse et donc à l'ouest de la Russie. De la Russie. C'est le combat, disons, du mouvement moderne et libéral contre les régimes très autoritaires qui existaient en Russie et en Prusse, n'est-ce pas? Donc, un messianisme, en quelque sorte. Exactement. Ce qui est intéressant également de voir, c'est l'importance des créations, ce que vous dites, la création artistique et littéraire, qui est foisonnante à l'époque et qui reflète, en fait, tous ces mouvements politiques divers et parfois contradictoires. C'est la grande richesse de cette période. Après une période de guerre continuelle et de non-développement économique, on pouvait penser que le ressort français serait fatigué. Et on assiste à un glorieux 19e siècle dans le domaine des lettres, mais pas seulement des lettres, des arts, de la peinture, de la musique, de la sculpture, de l'architecture. Une éclosion miraculeuse et formidable. Et cette éclosion, elle a lieu dans le régime bourgeois. Et Dieu sait que la bourgeoisie de cette époque-là, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? C'est une vraie conception bourgeoise de la société. Donc, pas du tout romantique, aussi peu romantique que possible. Et les deux coexistent. Et ce sont les mêmes qui sont les bourgeois régnants et caricaturés par la presse à cause de leur ridicule souvent. Et ce sont les mêmes qui applaudissent les romantiques et qui font le public, disons, qui assiste à l'éclosion romantique. C'est une chose peu explicable de la période, mais un phénomène brillant. Alors, nous évoquions, Gabriel de Broglie, ce foisonnement littéraire et artistique. Il y a également le foisonnement des idées. Il y a tout un chapitre de votre livre qui est consacré au fait que apparaissent, nous sommes dans un régime qui laisse les gens penser et qui permettent justement de développer de nouvelles idées. C'est à cette époque qu'apparaissent à la fois le socialisme mais aussi le catholicisme libéral. Oui, peut-être c'est un des atouts les plus importants de la monarchie de Juillet, très frappant en tout cas, c'est la période du développement de la presse, du développement de l'information, du développement de la communication des idées et des nouvelles aussi. Ça n'a pas été facile, ça ne s'est pas fait tout seul, et ça ne s'est pas fait complètement. C'est pas un régime de liberté totale tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais tout de même, c'est un régime de très grand progrès de la presse et de grande diffusion. Et la presse donne naissance à des formules nouvelles littéraires, de distraction, d'amusement. Elle est très vive et très imaginative, la presse, sous la monarchie de Juillet. C'est la période du développement des romans feuilletons, publiés en bas de page des journaux et que les gens s'arrachaient dès que le journal paraissait pour avoir la suite du feuilleton. Tous les grands écrivains ont écrit des feuilletons à l'époque. C'est l'époque de la caricature, d'une vivacité incroyable, se renouvelant constamment,
et mettant à mal toutes les valeurs de la société et tous les personnages. Évidemment, Louis-Philippe a été la première cible de la caricature. Il y a une effervescence dans cette période qui tient à la jeunesse, au dynamisme, à une confiance, à une gaieté aussi de la société française. Il y a même un côté irrationnel, puisque vous présentez ce que vous appelez les dérives du paranormal, où on fait des séances de spiritisme. Il y a vraiment un mouvement qui est loin du mouvement raisonnable, mettant en avant l'idée de raison tel qu'il apparaît au XVIIIe siècle. Oui, c'est une des choses peu explicables aussi. Je ne sais pas dans quel lien logique il faut placer cette éclosion de paranormal. Alors il faut le rattacher peut-être aussi à la multiplication des utopies sociales, n'est-ce pas? Là, il y a les côtés un peu onirique et même quelquefois plus dangereux que ça, de certaines tentatives, de certaines expériences sociales. Il y a les manies du spiritisme, Victor Hugo l'a expérimenté et en a parlé, mais il y a aussi les apparitions des utopies sociales qui sont elles tout à fait intéressantes, qui préfigurent le socialisme, qui ont amené la formulation d'une doctrine socialiste plus élaborée à la fin de la période, mais pendant la période de la monarchie de Juillet, il y a beaucoup de tentatives. C'est encore une réaction de spontanéité, de recherche de nouveautés dans le domaine de la société. Ça découle aussi d'une certaine manière d'Auguste Comte, n'est-ce pas? On cherche à comprendre quelles sont les forces qui fonctionnent dans la société. Alors certains disent c'est de la mathématique, il n'y a qu'à mettre ça en formule, on y arrivera très bien. C'est de la mathématique sociale, n'est-ce pas? Et puis d'autres disent non, il faut avoir un esprit plus imaginatif, il faut savoir où nous voulons aller, et c'est le socialisme qui se formule. Alors je voudrais revenir quelques minutes sur l'économie, parce que vous réhabilitez aussi la monarchie de Juillet sur cet aspect. On relie le renouveau économique au Second Empire. Or, l'amorce du renouveau économique, c'est bien sous la monarchie de Juillet qu'il se fait. Oui, ça c'est la grande transformation. La France vit une période de transformation considérable, très importante, qui est l'amorce de tout le développement, en effet, ultérieur. Et cette période est parcourue de manière très volontaire, très raisonnable. Là, nous sommes en plein dans la rationalité, dans un étatisme bien compris, bien mené. C'est une période modèle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est un capitalisme complètement libéral. L'État n'intervient pas pour mener les affaires, mais il fournit le cadre, il met en place le cadre législatif, politique, social, d'administration, d'équipement public, qui permettra le développement de l'économie. On offre simplement le moyen essentiel qui est la société par action, c'est l'instrument du capitalisme et du développement économique, eh bien, il est mis en place à cette période-là. Les notions de propriété industrielle, sont mises en place et sont très bien conçues par l'État. Les finances publiques sont gérées de manière impeccable. Pas un budget en déficit pendant toute la période. Une accumulation d'épargne considérable, des capitaux abondants. Donc une vraie politique économique qui permet le développement. Et donc les transformations techniques, industrielles, commerciales, surtout les transports. La grande transformation, c'est celle des transports. Il n'y a pas que les chemins de fer, bien entendu, c'est la période des chemins de fer, mais les voies navigables, les routes qui étaient en très mauvais état la France commence à se doter, mais se dote d'un réseau de grandes routes praticables, très intéressantes. Les voies fluviales et les canaux, c'était extrêmement important à l'époque. Et évidemment, les chemins de fer, la grande aventure, auquel certains ne croyaient pas. On disait, attendez, c'est dangereux, il va y avoir des accidents, il ne faut pas faire ça. Et Thiers disait ça. Mais évidemment, c'est la rationalité économique et technique qui l'a emporté. Donc une période de très grande transformation et de très belle conduite de la transformation économique par un État éclairé et qui le fait très, très bien. Alors, on peut tout de même apporter quelques critiques et les antagonismes sociaux. Les antagonismes sociaux terribles.
terrible. Tout ça s'est fait dans un dynamisme et dans une rapidité formidable, mais en même temps avec une injustice et une dureté surtout très grande. Il y a un autre aspect qui est moins souvent mentionné, mais qui est que ça s'est fait avec une sagesse et une modération que n'a pas connu l'Angleterre, et encore moins les États-Unis d'Amérique, qui commencent aussi à se développer. C'est-à-dire que l'économie française, elle se développe, mais dans un cadre un peu individuel.